Vous écoutez France Culture. Sur les docks. Bonjour. Après l'école, Sur les docks vous conduit sur les territoires du cinéma. Demain, nous irons au Festival de Cannes avec de jeunes aventuriers, Marina Vroda, Florence Keller et Kevin Orr, ayant eu l'audace de réaliser un premier court-métrage qui fut sélectionné d'emblée pour entrer dans la prestigieuse compétition. Un quatrième aventurier, Victor Massé de l'Épinay, a décidé de les suivre dans toutes les étapes de ce qui était pour lui aussi un premier festival. Aujourd'hui, c'est l'univers de la cinéaste Françoise Romand qui nous est proposé. Depuis 1985, elle nous intrigue par des films très libres où court la recherche de soi, où circule le désir, où l'exigence côtoie la fantaisie. C'est aussi un documentaire où court la voix d'une petite fille qu'on imagine courir dans les rues de Marseille, mettre sa main dans celle d'un grand-père né avec le cinéma, s'installer devant un micro et raconter sa vie. Je lis les droits, mais chaque petit loup, c'est bien. Je suis à la page 20, mais c'est bien, c'est bébé qui me l'a prêté. Et qu'est-ce qu'on est au fait, Annie, aujourd'hui? Aujourd'hui, jeudi. Presque tous les dimanches, je vais chez mon pépé et un samedi soir, il vient me chercher. Et on est allé au cinéma, je suis allée voir 2 films, Fernandel, le deuxième c'était bien. Et puis après, j'ai rêvé de ça et il y avait la danse et il y avait les voleurs. J'ai reçu votre bande et j'ai été bien content de vous entendre. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est que vous êtes bien en peine pour trouver quelque chose à dire. La plus loquace, c'est encore Françoise. Elle, le micro, ça ne l'émotionne pas. Françoise Romand, vous nous faites écouter quoi, là, comme archive Quand j'étais petite, mon oncle habitait Paris, nous étions à Marseille. Et donc, il avait eu l'idée d'acheter un magnétophone pour nous à Marseille et un pour lui à Paris. Et au lieu de s'envoyer des lettres, on s'envoyait des bandes. Et on se racontait notre vie, voilà. Et grâce à lui, il y a ces documents incroyables quand on réécoute. Petite, c'était excitant d'avoir à parler à mon oncle et de recevoir de ces nouvelles comme ça, audio. Toute la famille y allait, ma grand-mère, on entend sa voix un peu essoufflée. C'est incroyable d'avoir eu l'idée de ces bandes. Ça, c'est vraiment la fantaisie, l'originalité de mon oncle. Et en plus, il aimait bien ce côté technique de gadgets. Enfin, c'était des bons magnétos à l'époque, c'était vraiment des bandes. Et oui, c'est tout ça qui a forgé mon esprit de réalisatrice. Mais je m'en rends compte aujourd'hui. C'était déjà une mise en scène de notre vie de famille. C'est mon papa qui a bien voulu me conduire en bateau pour faire ses tournages. C'est bon là? Tu as pas les chaussures et tout ça? Au gros plan. Ok. Ça tourne. Ok. On y va, ma poule. Un peu plus joyeux quand même. Je recommence. On y va, ma poule. Allez, hop. J'ai découvert Françoise Romand grâce à l'édition en DVD de Mix Up, son premier film tourné en 1985 pour la télévision. Ce documentaire est un ovni. Il raconte l'histoire de bébés échangés à la maternité dans les années 30 en Angleterre, et 50 ans plus tard, Françoise Romand a filmé les personnes qui ont vécu ce fait divers à travers une mise en scène pleine de fantaisie. À la frontière de la fiction, son style documentaire est un curieux mélange de contrôle et de complicité, de précision et d'accident. Mais qui donc est cette réalisatrice davantage reconnue aux États-Unis qu'en France ? Documentaire,
Fiction pour la télévision, site internet, essai d'autofiction, Françoise Roman est toujours en mouvement. Joueuse, fonceuse, pleine de vie, elle est à l'image de ses films, engagée mais sans trop se prendre au sérieux. C'est chez elle qu'elle a fabriqué ses derniers films, dans son atelier de montage. C'est là, dans sa maison de Bagnolet, ouverte aux 4 vents, qu'elle nous a accueillis avec un sens déroutant de la convivialité. En clin d'œil à son esprit ludique, et parce qu'elle a si souvent filmé l'intimité des autres, nous avons joué à parcourir son univers comme autant de pièces de sa maison. À l'extérieur, un muret orange, une façade aux fenêtres vertes, une porte bleue. Vous entrez dans le monde haut en couleurs de Françoise Roman. Chapitre 1, le salon. Jean-Jacques Birger, vous avez composé la musique des derniers films de Françoise Roman. Vous êtes aussi son compagnon. Comment définiriez-vous l'approche documentaire de Françoise Roman ? Ce qui m'intéresse dans les films de Françoise Roman, c'est la mise en scène. C'est-à-dire ce mélange de fiction et de documentaire, de complicité avec les acteurs du réel. Pour moi, les acteurs du réel sont les personnages de ces documentaires, mais qu'elle dirige en complicité. C'est-à-dire qu'elle va jouer aussi sur leurs fantasmes, leur inconscient, sur leurs désirs. Les documentaires de Françoise sont du réel recomposé. Il y a mise en scène. Françoise est une personne pleine de fantaisie. Elle a une très grande fantaisie de vivre et ça se retrouve dans ses films. Il y a beaucoup d'humour, même dans les films les plus graves, de même qu'il y a une grande tendresse avec les personnages qu'elle filme. Et elle cherche la complicité, donc forcément le jeu. La chose que je pourrais vous raconter, qui est un inédit de Françoise Roman, c'est notre rencontre, parce qu'elle l'a complètement mise en scène. On comprend très bien le jeu dans ses films, quand elle a cette facétie dans la vie. Mais là, on est parti pour une belle histoire. Si vous Oui, voulez. allez-y. En fait, j'ai rencontré Françoise. Je venais de faire une conférence où j'ai dit des choses qui l'ont énervée. Elle s'est levée dans la salle et elle m'a allumé de manière très intelligente. J'ai pas vu qui c'était, j'ai repéré la couleur de sa jupe et j'ai foncé à la fin de la conférence pour lui parler. On s'est aperçu qu'on avait les mêmes références, qu'on connaissait peut-être une centaine de personnes en commun, puisqu'on a tous les deux fait l'IDEC, l'école de cinéma, et ça a bien accroché. Sauf que j'ai été très maladroit et que je me suis mis dans une situation qui faisait que tout était fichu. Et le 31 décembre, à 9h du matin, j'ai reçu un message qui disait « Voulez-vous jouer avec moi ? Oui, non. » Le deuxième mail disait « Minuit, oui, non. » Je gomme le non, je laisse le oui. Troisième mail qui me donne son adresse. J'aimais pas trop ça, j'aurais préféré que ce soit sur un terrain qui m'était plus familier. Je réponds oui. À minuit moins 3, j'avais le doigt sur le bouton de sonnette. Et un couple m'ouvre et me dit « Non, il n'y a pas de Françoise Roman ici. » Mais je reconnais le gars parce qu'il jouait dans un des films de Françoise. Alors il me dit « Dans quelle main ?» Je dis la gauche, je dis toujours la gauche. Et il me tend un paquet enveloppé avec un ruban et il me claque la porte au nez. Dans le paquet, il y avait une bouteille d'un liquide blanchâtre qui disait « Chai, est fait dans 30 minutes et une autre adresse. » Alors, j'ai vu le liquide en laissant quand même un petit peu dans le fond, parce que je me dis, s'il m'arrive quelque chose de grave, il faut qu'il puisse analyser ce qu'il y a là-dedans. J'étais quand même un peu méfiant. Et me voilà parti pour un 6e étage. Je me dis, je vais la surprendre. Je monte pas par l'ascenseur, je monte par l'escalier. Là, la porte est entrouverte. Lumière tamisée. Il fait très chaud. Il y a 2 jambes nues qui dépassent d'un sofa. Je m'approche. C'est pas Françoise, c'est un travesti qui est là. Bon, c'est pas mon truc. Je balise un peu et garçon doit s'en apercevoir et me donne un papier qui me donne une 3e adresse. C'est dans le même groupe d'immeubles que tout se passe. Je prends la clé, ça marche, ça s'ouvre et je tombe dans un appartement en travaux.
Je fais le tour de l'appartement. Dans une pièce, il y a Alfred Deller qui est sur la platine. Dans une autre, il y a un film à la télé. C'est un film de Françoise, mais ça, je ne le sais pas. Je trouve rien, mais je sens une présence derrière la porte de la salle de bain. Et là, j'ose pas mettre la main parce que j'avais déjà été échaudé par le travesti. Mais c'était Françoise et depuis, on ne s'est plus quitté. Et précision, 2 heures après, le tchaï a fait son effet. Alors, Jean-Jacques Birgé, vous avez vu les films de Françoise Roman après l'avoir rencontrée. Oui, j'ai vu les films quelques semaines après l'avoir rencontré. Et je me suis dit que c'était d'une originalité folle, que ça ressemblait à rien de tout ce que j'avais vu. Particulièrement dans les documentaires, elle a une façon de filmer qui est tellement proche de la fiction que c'en est bouleversant et qu'il y a très peu de réalisateurs qui osent faire des choses pareilles. Chapitre 2. La salle de projection. In England, that year, an extraordinary... En Angleterre, cette année-là, se nouait une histoire extraordinaire qui allait mêler la vie de 2 familles dont les bébés avaient été échangés par hasard. Why do you come here? My mother always cries when you come. Si vous voulez du suspense, de l'émotion, de la tendresse, Who's been sitting in my chair and broken it? regardez donc Mix Up. Mix Up, c'est l'histoire. Il y a 2 familles en Angleterre. Noël Birch. 2 mères qui ont accouché pratiquement le même jour, au même moment, dans une clinique de la ville. Et par une histoire de papier, documents mélangés, les bébés ont été échangés, n'est-ce pas? L'une a reçu le bébé de l'autre. Ces 2 femmes étaient des classes sociales très différentes. Et ça, c'est une des dimensions qui transparaît très très bien dans le film, en tout cas pour un public britannique ou qui connaît l'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, cette différence de classe est très importante parce qu'elle parcourt un peu en sous-texte tout le film, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça s'est passé en 1936 et le film a été tourné en 85, donc les 2 filles, les 2 filles échangées, n'est-ce pas, avaient une cinquantaine d'années. Et depuis assez longtemps, en fait, tout le monde a reconnu l'existence de cette erreur, n'est-ce pas? La mère de la bonne famille, de la bonne bourgeoisie, elle avait soupçonné tout de suite. Alors que l'autre famille, en tout cas la mère plus modeste, disons, a refusé de croire cela. Ce qui a créé des rapports très complexes tout au long des années entre les 2 familles. Mais finalement, quand elles ont fini par reconnaître, tout le monde a reconnu qu'il y avait eu cet échange, les familles se sont mises à se fréquenter et tout ça. Ça faisait une sorte de grande famille, nombreuse finalement, n'est-ce pas? Et ça, moi je trouve que Françoise, elle est très forte pour, à travers son montage, il n'y a aucun commentaire dans ce film, n'est-ce pas? Les gens racontent leur histoire, basta. Mais par son montage et par les questions qui étaient posées, sans doute, etc., elle arrive à faire transparaître tout ça de façon très subtile, n'est-ce pas? Moi, j'ai encore une grande jouissance à voir ce film pour l'objet qu'il est, mais aussi à cause de l'extraordinaire sensibilité vis-à-vis des personnages. We all belong to one another. We all belong together. Et ce film-là a par petite particularité de demander aux protagonistes de cette histoire d'échange de bébés, n'est-ce pas, de jouer leur propre rôle, souvent leur propre rôle d'enfant. Et en tout cas, il y a une grande stylisation. Elles mettent en scène de façon très visible, très artificielle, ces personnages dans des positionnements qui représentent la géométrie des complications familiales en question, etc. Charles! Will you put a record on for me, please? One that I like. Okay. I think I'll play L'après-midi d'un faune. C'est franchement, à mon avis, son meilleur film, son film le plus libre, parce qu'elle a fait à une époque où ça pouvait se faire à la télévision française. Ce film est passé comme une lettre à la poste, elle n'a jamais été embêtée.
C'est passé dans une émission pour femmes, dans la journée, ok. Mais enfin, c'est passé et personne ne vient lui dire non, on ne peut pas faire ça. Mais Françoise a eu la chance et la malchance aussi d'arriver un peu dans le métier à la fin d'une époque. Quand à la télévision française, par exemple, on pouvait encore faire des trucs complètement fous. Mais hélas, par la suite, pratiquement tous ces films, elle s'est heurtée à des problèmes parce qu'elle a toujours maintenu le cap. Ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable chez elle. Je voudrais, je ne sais pas si c'est le moment, mais je voudrais parler de son dernier documentaire pour la télévision, qui est un film que j'aime également énormément, qui s'appelle Si toi aussi tu m'abandonnes. Alors là, c'est un film qu'on ne peut pas voir. C'est un film qui a été repris par la chaîne, remonté entièrement pour dire tout à fait autre chose que ce qu'elle voulait dire. Et la forme a été complètement aplatie, rentrée dans les normes, etc. Je le dis. Chapitre 3, le bureau. Sylvie Najewski, vous êtes l'une des programmatrices du festival Face à Face, gays, lesbiennes et trans de Saint-Étienne. Comment avez-vous rencontré Françoise Romand ? J'ai rencontré Françoise Romand parce que j'avais découvert son film « Appelez-moi Madame » pendant que je recherchais des films sur la thématique trans pour l'édition 2009 de notre festival. Et en fait, elle avait fait paraître son DVD et j'étais tombée dessus. Tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on le passe. Appelez-moi Madame, c'est un portrait d'un homme qui a repensé sa vie et qui finalement a recherché son identité, son genre. Et c'est un portrait, c'est pas un film militant sur la transsexualité, le transgenre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un chemin de vie qui aboutit au fait d'avoir un jour besoin de demander aux autres personnes de l'appeler Madame. Appelez-moi Madame n'est pas le portrait d'un homme qui change de sexe à 55 ans. À mon avis, non. Quand j'ai vu le DVD la première fois, j'ai pensé que ça devait être ça. Et en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, pour une fois, c'est pas ça. Et en plus, ça a été tourné en 1986. Et ça a été ma première surprise. Parce que en 1986, faire le portrait d'un homme qui cherche lui-même son chemin et qui trouve des solutions extraordinaires, enfin, le filmer avec cette attention et le faire participer au tournage, à la manière de se présenter, m'a beaucoup surprise et j'ai tout de suite été fascinée par cette démarche-là. Je portais le nom de Jean-Pierre Vaudy. On m'appelle maintenant Ovida Delect. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle une transsexuelle. Alors voilà ce que j'ai imaginé pour le film que vous allez voir. Il y avait au début la mer et une fée en longue robe, Ovida, point d'interrogation, pourrait apparaître à la limite du sable et du flux. Et puis il y aurait le poème « Mon baiser friselise sur les cailloux comme un début de marée qui monte », avec les images correspondantes au déroulement du poème. Si j'étais une muse. Comment a réagi le public ? Le public a été complètement étonné par le personnage d'Ovida. Et pourtant, c'était un public composé en partie de programmateurs de festivals LGBT, puisqu'on les avait invités pour des assises cette année-là. Et donc, ils étaient habitués à voir des personnages hors du commun qui choisissent des voies transversales. Mais tout le monde a été surpris par la manière d'affirmer ces choix d'Ovida. Ovida, pour moi, c'est quelqu'un de grand et qui a gardé toute sa corpulence masculine et habillé avec des robes qu'on peut coudre soi-même et qui étaient à la mode dans les campagnes dans les années 60.
la force de sa présentation féminine me fait y penser comme à une femme, alors que je la vois entre les deux. Sylvie Najewski, moi, un autre personnage m'a beaucoup touché dans le film, c'est la femme d'Ovida de Lecte. Oui, moi aussi. Ce qui m'a touchée, c'est son appui inconditionnel à son ancien mari, et la façon dont elle l'avait adopté comme femme. Elle a été finalement la première à entériner son genre féminin et à l'accepter avec amour, avec apparemment le même amour qu'elle avait accepté le masculin. Enfin, c'est assez fascinant de voir qu'Ovida a pu prendre appui sur elle pour continuer d'avancer dans sa démarche. Elle l'a soutenue, complètement. Cette solidarité, moi, ça m'a beaucoup touchée, en fait. Ça fait partie de l'aspect le plus touchant de ce film, je trouve. Bon, dis donc, on pourrait choisir un modèle. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Parce que... T'as le bon catalogue, là? Ah oui. Oui, ça. Bon, oui, tiens, ce modèle-là. Tiens, tu te souviens, c'est comme la robe que j'avais la première fois où on s'est rencontrés. T'avais 24 ans, puis moi 26. Hein. Enfin, on est arrivé à l'auberge, et alors là, j'ai dit des poèmes. Ah oui, là, quand tu as dit des poèmes, évidemment, ça a remué, je crois, tout le monde. Et puis, je crois que c'est à partir de ce moment-là que c'est à partir de ce moment-là que le courant est passé. Ouais. Oui, puis quelques jours après, qu'on se soit connus, je t'ai expliqué par lettre, je crois, ça a commencé par lettre, je t'ai expliqué qui j'étais dans ma réalité profonde. Ouais. On a fait, 4 ou 5 scénarios ensemble, justement. Noël Birch. Toujours tournant autour de cette idée d'inversion, d'échange, n'est-ce pas? On a travaillé sur l'histoire d'Hermaphrodite tirée de Guy Descartes. Et puis il y avait 2 ou 3 autres même, d'échanges, de jumeaux. Oui, il y avait l'histoire des jumelles l'une prenait sa place de l'autre, etc. C'est un type de sujet qui l'a toujours absolument fasciné. Et c'est lié à cette volonté qu'elle a de explorer les alternatives à l'ordre sexuel et de genre, comme on dit aujourd'hui, dans notre société. Donc, son engagement principal est là. Le thème principal de tous ces films, c'est la quête de l'identité. Tous les films traitent de l'identité. Jean-Jacques Birger. Que ce soit les bébés échangés à la naissance, c'est cet homme qui devient une femme avec l'aide de sa femme dans Appelez-moi Madame, les 2 frères qui vivent chez leurs parents des miettes du purgatoire, l'amnésie dans Passé composé, les 2 filles qui échangent leurs 2 rôles de voisines de palier dans Vice Vertu. Il y a cette question de l'identité. 1, je ne sais pas qui je suis. 2, je ne sais pas comment je m'appelle. 3, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est absurde. Ah, putain, c'est moi ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, ouais, la différence d'âge, je pensais pas qu'elle se voyait à ce point. Bon, non seulement je suis amoureuse de mon père, à 45 ans, alors que j'aurais dû l'être quand j'étais adolescente, mais en plus, je me tape des dents avec un appareil dentaire pour la dresser. Alors Jean-Jacques Birger, Thème-jeu, c'est un essai d'autofiction de Françoise Roman, on peut appeler ça comme ça? Thème-jeu, c'est l'application de tout ce qu'elle a fait avec ses personnages de fiction comme de documentaire, appliquée à elle-même. C'est-à-dire que si elle n'avait pas fait tous les films précédents, elle n'aurait jamais osé se filmer de cette manière-là. Et elle s'est dit, si je peux les filmer comme ça, pourquoi est-ce que j'arriverais pas à me filmer moi-même de cette manière-là? C'est pour ça que ça s'appelle thème-jeu. Hein. Elle se dit, l'arroseur arrosé. C'est quand même un film qui s'est fait sur, je crois, 4 ans de tournage. Et 8 ans de montage, un truc dans ce genre-là. Mais pour moi, Thème-jeu, c'est son meilleur film depuis Mix-up et Appelez-moi Madame. C'est celui où il y a le plus d'inventions, c'est celui où il y a le plus de questions qui se sont posées.
Thème Jeu est vraiment un film totalement personnel sur sa vie, qu'elle raconte certains aspects de sa vie affective depuis ce nombre d'années, n'est-ce pas? Elle parle avec ses amants, elle parle avec elle-même, elle met en scène une séquence sadomaso avec un copain maso. Bon, sans doute. Enfin, il y a des rapports avec les parents, enfin, il y a plein de choses que je reconnais. Et moi, comme je connais Françoise depuis 35 ans, et que vraiment c'est une amie très chère, j'étais très touché par ce film. I was looking for a sex toy with you when you are the one who was calling me at 2 in the morning. I never did that. Moi, je suis Jean-Jacques Bircher, je suis touché dans les films de Françoise Roman par une grande tendresse. Oui. Mais j'ai parlé de tendresse, mais j'ai parlé aussi de compassion. C'est plus de la compassion que de la tendresse. Parce que c'est pas une personne si tendre. C'est une dure à cuire hein, quand même. Et elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que elle va pas forcément continuer toujours à produire ses films, mais les 3-4 derniers films, c'est elle qui les a produits de façon à pouvoir être complètement libre. Françoise Roman, elle fait ce qui lui passe par la tête, j'ai l'impression. Et là, c'est le point commun qu'elle a avec nous, finalement, dans cette communauté, si on peut dire, LGBT, c'est que on fait ce qu'on a envie de faire quelque part. On n'a pas de grands barrages intellectuels, en tout cas. Et elle expérimente, et elle expérimente les couleurs sur elle, les tenues vestimentaires, plein de choses. Et du coup, ça met à l'aise parce qu'elle est dans la recherche d'un plaisir de vivre. Sylvie Najewski, dans quelle pièce sommes-nous ? On est dans sa salle de travail, son bureau de montage, dans la pièce dans laquelle j'ai vu les premières versions de Gay Games. Voilà, c'est une pièce qui est tout en haut de la maison. Donc on a un plafond pentu, une belle lumière et donc un grand ciel qui est devant nous. Et il est tout simple, il y a un bureau, il y a deux écrans, un miroir. C'est tout simple et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une grande tranquillité, là, on peut réfléchir à ce qu'on a fait. Il y a un deuxième temps, une deuxième chance pour repenser à ce qu'on a vu, aux gens qu'on a rencontrés. Et je crois qu'elle l'utilise très bien. Un, voilà. 1, Et on l'écoute avec 2, 3. Bravo ma petite Françoise, c'est ça, faut pas t'occuper du micro. Il faut bien réfléchir à ce que tu dis, et puis alors parler. Parler comme si que la personne à qui tu parles était en face de toi. Chapitre 4, la terrasse. Seulement avec la seule différence, c'est que tu peux parler tant que tu veux, la personne qui est en face de toi ne te coupera pas la parole. Je suis née à Marseille et j'ai vécu jusqu'à mon arrivée à Paris à 19 ans pour entrer à l'IDEC après le bac. J'ai vécu à Marseille, dans un quartier ouvrier de Marseille, de banlieue, un quartier rouge qui était un quartier très populaire où il y avait beaucoup de mélange de population, de différentes vagues d'immigration. Et mon père était instituteur là. Il a fait toute sa carrière dans cette école et en fait on avait le logement de fonction. Donc j'ai grandi avec le bruit des récréations, des sonneries, des cloches de l'école. Et qu'est-ce qui vous a amené au cinéma ? C'est votre arrière-grand-père qui joue dans L'Arroseur arrosé, comme vous le racontez dans Thème Jeu ? Mon arrière-grand-père, du côté paternel, était l'arroseur arrosé des Frères Lumière. Il jouait dans ce petit film. Et quand j'étais petite fille, je faisais parler là-dessus parce que ça me fascinait assez. Et lui, il s'en foutait complètement. Et donc,
Le fait qu'il ait joué avec les Frères Lumière, c'était dans mon enfance, c'était assez chaleureux comme image. Et puis ma sœur s'était mariée avec un jeune homme qui avait eu envie de faire l'IDEC. Et en fait, je pense qu'il m'a passé son envie. La petite histoire, 2 jours parce que j'allais dans un lycée, en fait, le lycée pilote de Marseille, qui était à l'autre bout d'où j'habitais. Et donc, il a été convenu, je ne sais plus, à partir de la 4e, les parents du mari de ma sœur, qui n'avaient plus d'enfants à la maison et qui avaient un grand appartement dans le centre de Marseille, ils m'accueillaient 2 soirs par semaine et ils habitaient à côté du cinéma d'arrêt d'essai de Marseille. Et là, j'allais à la séance de 6h et 8h. Je ne sais plus ce que je voyais, mais j'avais vu Zabriskie Point, enfin je voyais tout ce qu'il y avait au programme, et il changeait tous les 2 jours, donc je voyais beaucoup de choses. Et puis je crois aussi que ma mère travaillait comme secrétaire dans un magasin de tissus de gros et demi-gros dans le centre de Marseille. Et elle m'emmenait quand on n'avait personne pour me garder, donc je restais dans le magasin. Je me faisais toute petite quand le patron arrivait. Et j'observais les rapports sociaux parce que ma mère m'en parlait. Et j'adorais ça. Donc du côté de ma mère, ce côté social et de rapport de classe, parce que ma mère avait très conscience qu'elle ne devait pas tutoyer son patron. Et du côté de mon père, il était chasseur et pêcheur. Et lui, il m'emmenait, il mettait dans un sac de couchage dans sa voiture à 3h du matin. Et il m'emmenait à la chasse dans les collines au-dessus au Cap Canaille. Et je me réveillais il avait une voiture camionnette. J'étais à l'arrière, allongée dans mon sac de couchage, je dormais. Et puis je me réveillais au premier rayon de soleil avec les petits oiseaux qui chassaient, évidemment. Bon. Et je me réveillais, j'écoutais les bruits. C'était extraordinaire. Et puis mon père était très observateur. C'est un chasseur que j'aime. Parce que c'est un chasseur qui est amoureux de la nature, qui la respecte. Il ne va pas tirer un oiseau qui va juste blesser et pas tuer complètement. Il est très dans l'observation et dans l'écoute. Et il m'apprenait à écouter les sons, à regarder. Tu vois, là-bas, ça bouge. Alors là, il y a peut-être un canard et tout. J'adorais ça. Et l'origine arménienne de votre mère, de votre maman que vous racontez dans Thème Jeu, qui est complètement romanesque, comment vous l'aviez ressentie petite ? Est-ce que ça a forgé votre imaginaire ? Ah bah oui, c'était très important. Donc du côté de ma mère, ma grand-mère avait survécu au génocide arménien. Et ça aussi c'est une cassure, je pense, une cassure inconsciente très importante que je travaille en analyse depuis 10 ans. Et c'est dingue, je crois que j'en avais pas conscience avant à ce point. C'est que ma grand-mère arménienne, elle a quand même vécu ce génocide. Elle a perdu son mari. Elle avait 22 ans, son mari aussi. Il a été tué devant elle. La mère de son mari et la grand-mère de son mari aussi ont été tuées devant elle. Elle a perdu un bébé qui avait 6 mois, qui a été empoisonné, le lait était empoisonné. Et elle est partie en exode avec son fils qui avait 5 ans, qui est mon oncle, qui a vécu avec nous surtout à la fin de sa vie, qui est aussi dans Thème Jeu, qui est un personnage extraordinaire, que j'adorais. Ma grand-mère est partie en exode avec son fils de 5 ans. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir et son fils aussi. Parce qu'elle n'était pas assez forte. Elle était affaiblie par son fils et son fils aussi. Et donc, elle a repéré, c'est l'histoire de la famille qui raconte ça, elle a repéré une femme kurde et elle lui a dit « Je veux te passer mon fils ». Et elle a donné comme ça son fils. C'est un geste terrible. Elle a donné son fils pour le sauver. Et pour se sauver. Et je pense que mon oncle, il ne pouvait pas entendre cette histoire. Lui, il racontait qu'on l'avait arraché des bras de sa mère. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée que peut-être c'était pas lui, le vrai fils de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a réussi à se sauver de l'exode. Une nuit, elle s'est enfuie à travers les broussailles comme ça. Elle est arrivée à Constantinople. Elle a retrouvé sa famille et tout là. Mais elle n'avait plus son fils. Et puis, il y a un avis qui est passé dans le journal, un avis international qui disait, à la fin du génocide, il y a des enfants arméniens qui ont été récupérés par l'armée russe. Ils avaient mis les enfants dans un orphelinat à Bakou.
Et donc, une grande-tante de ma grand-mère habitait Bakou. Et ils sont allés chercher, avec la photo de mariage de ma grand-mère, ils ont fait le tour des enfants comme ça en disant « Est-ce que vous connaissez cette photo ?» Et il y a un enfant qui a dit « Ah bah oui, ça c'est mon père et ça c'est ma mère. » Et ma grand-mère l'a retrouvé comme ça peut-être 2 ans plus tard et elle a toujours dit « Ah bah je le reconnaissais même pas parce que avec moi il mangeait rien, il était tout maigrichon et là c'était un enfant de la campagne avec des bonnes joues et tout. » Voilà, et elle a retrouvé mais comme une aiguille dans une botte de foin, c'est incroyable. Et à un moment donné, je me suis dit « Mais ça se trouve c'était un gamin vachement malin qui a dit c'est une façon pour moi d'être sauvée. » Ça va comme ça, j'ai bien raconté. Ouais. C'est une histoire qui fait partie de mon enfance et en plus, ma grand-mère qui habitait avec nous, elle était toujours là. Chut, je te raconte tout ça, mais tu racontes pas parce que les voisins, tu sais, ils sont méchants, hein, ils peuvent un jour, elle délirait quoi. Mais qu'est-ce qu'elle avait vécu ? Elle avait sûrement été violée, ça aussi, c'est quelque chose que je me suis dit assez récemment. J'ai pas pu lui demander avant sa mort. Mais c'est les femmes qui sont les victimes des guerres en premier, qui se font violer, tout ça. Donc elle avait une haine des hommes et une peur des hommes et tout ça. Et je pense que ça venait de ce qu'elle avait vécu, évidemment. Allons nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Françoise Romand, en 1977, vous sortez diplômée de l'IDEC, mais votre premier film, vous ne le tournerez qu'en 1984. Entre 1977 et 85, Mix-Up, j'ai été assistante de réalisation et assistante monteuse, et j'ai beaucoup appris. Je pense que les années de l'IDEC, la formation l'IDEC, ça a été une formation très intellectuelle. Enfin, très, j'exagère, mais intellectuelle, j'ai lu les bouquins, j'ai été très brechtienne et tout ça. Puis Noël Birch a été une grande influence. Mais après, j'ai commencé à travailler à la télévision avec des réalisateurs vraiment dont j'admirais le travail. Et je me disais toujours, j'arriverai jamais à réaliser comme eux, ils réalisent. Par exemple ? Alors, Claude Massot, José Maria Bersosa, Jean-Claude Guidicelli, c'était vraiment les piliers avec lesquels je travaillais tout le temps. Et j'ai appris beaucoup, et chacun pour des choses différentes. Claude Massot, c'est le côté, le rapport aux gens extraordinaire, il les faisait rigoler, tout ça, et je l'ai beaucoup pompé, ce côté très chaleureux avec les gens, et ça me correspond aussi, je pense. J'aime bien rigoler. Et puis José Maria Bersosa, c'est toute la mise en scène, la mise en situation. Et d'ailleurs, il est dans Thème Jeu parce que c'était un peu mon mentor. Il m'a dit un jour, mais Françoise, pourquoi tu penses que tu peux pas réaliser ? Regarde comment tu t'habilles tous les jours. Tu t'habilles de façon très différente et chaque jour, c'est une inspiration différente et nouvelle. Tu réfléchis même pas, c'est intuitif. Je dis, bah oui. Bah, il me dit, bah les films, c'est pareil. Et ça a été libérateur qu'ils me disent ça, c'est idiot, hein. Et puis j'avais envie et je me suis dit, bon, je vais en réaliser un, et puis je verrai bien si je suis satisfaite de mon travail ou pas. Et sinon, j'aurai le courage de me dire qu'il ne faut plus que je réalise et je continuerai à être assistante, parce que je m'éclatais comme assistante, j'aimais beaucoup ça. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'ai l'honnêteté de renoncer à la réalisation si ce que je fais, c'est pas bien. On se promenait près du château. Tu as fouillé dans ton sac et sorti des photos. J'ai regardé celle-là et je t'ai demandé, où as-tu trouvé cette photo de moi ? Je ne la connais pas. Tu as dit, oh mais non, c'est pas toi, c'est Denise. Alors je t'ai dit, c'est toi ma mère. Françoise Romand, en 1985, vous décidez à faire votre premier film, Mix-Up. Comment expliquer que vous ayez, dès le premier film, trouvé un style si particulier ? Quand j'ai abordé la préparation de Mix-Up, je ne savais pas comment j'allais le tourner.
Mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Je voulais pas de commentaires. Je voulais que ça raconte une histoire, mais pas seulement par la parole. Et surtout ça, on a à raconter une histoire avec des moyens qui sont des moyens de cinéma. Donc je savais ce que je n'aimais pas dans les documentaires, voilà. Donc c'est très important que je fasse un film qui me plaise. So many things became clear to me. And eventually, after some time, I really did Finalement, not know who I was. je ne savais plus qui Was I j'étais. Peggy Rylett? Was I Valerie Est-ce que Wheeler? j'étais Was I a Peggy mixture Rylett of the two? I just ou didn't Valérie know. Wheeler? And it was quite a Ou un traumatic mélange des deux. experience, and it Il a took fallu some du temps time pour m'y to retrouver. sort myself out. C'est l'histoire de 2 familles dont les bébés ont été échangés par erreur dans la maternité. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait ce film et je pense que je l'ai quand même ressenti très fort. C'était une chance que ce soit celui-là que je fasse en premier. D'abord parce que c'était avec des Anglais et que les Anglais, ils ont un humour et ils ont la faculté de se moquer d'eux-mêmes. Donc quand je leur demandais, vous voulez pas vous mettre sous la table, ils rigolent, eux, ils sont super contents. Ils étaient très joyeux dans leur approche d'eux-mêmes. Donc tout ce que je leur faisais comme proposition, ils les saisissaient. Je voulais qu'ils me racontent leur histoire et je voulais qu'ils la racontent avec leurs mots, mais dans un cadre très précis, puisque moi je voulais contrôler l'image et ce que je mettais dans l'image. Donc je leur disais, voilà, vous allez vous déplacer dans ce cadre, de tel endroit à tel endroit, et là vous allez me raconter telle anecdote. Et eux, c'était leur histoire, donc ils la racontaient toujours de la même façon, avec la même intensité. Je m'appelle Valérie. Voilà la maison où j'ai passé 20 ans, croyant que j'étais une Wheeler. C'est là que j'ai appris la vérité, et de là que je suis partie pour Nottingham, pour faire enfin la connaissance de mes vrais parents. Et puis, comme ils étaient un peu embarrassés par moments, parce que surtout il y avait des dames qui avaient 80 ans, donc tout d'un coup elles oubliaient ce qu'elles devaient dire, où elles devaient se placer et tout, et puis là elles s'adressaient à la caméra en disant c'est comme ça que je me mets, et j'adorais ça, parce que c'était ça que je recherchais, c'était les petits signes de distanciation qui me permettaient de montrer au public, aux spectateurs, que n'oubliez pas, il y a la caméra, il y a l'équipe qui est derrière, donc tout ça c'est de la fausse vérité. J'aime tous ces petits signes. C'est ça qui est peut-être ma marque de fabrique, oui. Parce que c'est là aussi, c'est dans ce trouble qu'il y a quelque chose de profond et de tendre qui sort d'eux. C'est ça que j'ai élaboré en fait avec Mix Up et avec ces gens que j'ai ensuite reproduit dans d'autres films. Plus je l'ai travaillé, plus je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait. D'être travailler en confiance avec les gens. Ils n'avaient pas peur d'être pris au piège. Et j'ai élaboré l'histoire avec eux. And Mommy Bear said, "Who's been sleeping in my bed?" And Baby Bear said, "And who's been sleeping in my bed? Me, she is fast asleep." Je pense qu'on est tous, on a des couches successives de l'enfance qui ressurgissent, plouf, comme une petite bulle de savon. Et c'est ça que je demande en fait aux acteurs du réel de faire, c'est de faire ressortir cette idée du jeu. Et je pense que je leur donne l'occasion, avec beaucoup de tendresse, de les regarder et de les laisser jouer devant la caméra. Ça a fait ça aussi avec mon oncle. Je pense que ma famille est très impliquée dans ce genre d'humour et de facéties. Chapitre 5, atelier de montage. Alors voilà, ça c'est la penderie que m'a construite Jean-Jacques quand je suis arrivée ici, parce que ces pièces elles étaient vides ici. Et j'ai quand même beaucoup de fringues parce que j'aime ça, même si j'en achète pas beaucoup, mais j'accumule beaucoup et j'ai des choses. J'ai une veste notamment que ma mère m'avait offerte quand j'avais genre 15-16 ans pour le lycée. Et je trouve qu'elle est suffisamment originale pour être toujours en actualité. Simplement, je l'ai teinte, elle était beige et je l'ai teinte en bleu. Je m'habille beaucoup. Avant, c'était Tati, mais Tati, c'est plus ce que c'était. Mais à côté, il y a d'autres magasins à Barbès que j'adore, qui sont bourrés de fringues, pas chères et qui sont un peu comme des fringues de jeunes créateurs. Dont cette veste qui est orange et rouge foncé, qui est d'un créateur un peu connu. Moi, j'aime bien m'habiller entre le futuriste et le côté Moyen-Âge aussi.
J'ai des chaussures avec des languettes en velours qui font un peu Moyen-Âge. Ça peut faire aussi Moyen-Âge, ça fait pas Moyen-Âge? Un petit peu, oui. Il n'y a pas un côté Almodovar dans votre goût? Oui, et puis sûrement, appelez-moi madame, c'est beaucoup Almodovar, oui. J'avais été très impressionnée par les premiers films d'Almodovar. Ovida, Delect, Dilectio. Ovida, qu'est-ce que c'est pour vous la féminité? C'est un vaste sujet. Eh bien, c'est d'abord l'accueil. L'accueil des autres, l'accueil de l'univers. Et puis c'est aussi la légèreté, une joie de vivre, d'être fondu dans l'univers, de nager. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien le contact des tissus sur mon corps, le contact des robes qui sont plus ou moins agitées par le vent. J'ai l'impression comme ça d'être contacté par l'univers. Puis c'est beaucoup d'autres choses, c'est la douceur, la tendresse. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la soumission. Françoise Roman, pourquoi avez-vous décidé de faire le portrait d'Ovida Delect dans votre deuxième film, Appelez-moi Madame? Alors Ovida Delect, c'était une poétesse, elle est morte maintenant. C'était un homme à l'époque, à 17 ans, qui a été arrêté par la Gestapo parce que communiste, et qui, à l'âge de 55 ans, dans un petit village normand de 700 habitants, a déclaré à tout le village, en achetant chez les commerçants ses courses, et notamment l'Humanité chez la buraliste, en déclarant, habillée en femme, à partir de maintenant, vous m'appellerez madame. Et donc Ovida a changé d'apparence, est devenue une femme à l'âge de 55 ans. C'est pas mal, hein, moitié de sa vie en tant qu'homme et deuxième moitié en tant que femme. Voilà, à partir de maintenant, vous m'appelez madame. En 1986, je savais à peine ce que c'était, la transsexualité, j'en avais pas entendu parler. Et comme d'habitude, je cherchais pas à faire un film sur un sujet, mais je cherchais à faire un film sur des gens. Donc je les ai rencontrés, et j'ai rencontré Ovida et sa femme, et Huguette. Et c'est vrai que c'était des personnages hyper étonnants. Huguette était très très attachante, et j'ai eu envie de faire un film sur elles deux. Oui, j'arrive. Je me rends compte que mes films, ils travaillent beaucoup dans les anti-clichés. Et Ovida, c'est l'anti-cliché type, parce que les transsexuels, on imagine tout de suite des grandes folles qui sont dans les bois de Boulogne, qui se prostituent et tout. Ovida, c'est l'anti-cliché total. Une vieille dame en province, communiste, poète. C'est génial, non? C'était un beau sujet pour moi, comment j'allais rater ça. I just found your number I'm calling someone else anyway, it wasn't for you. Quand même, ma vie amoureuse ces derniers temps, ces dernières années, c'est quand même extraordinaire. Ça a démarré et fini avec Jean-Pierre. Oh, ça pourrait jamais se passer, mais pour toujours, quoi. Arrête, excuse-toi. Après des... Toi, hein? Allez, hein? Après Félix. Voilà. C'est pas le prochain. Françoise Roman, dans Thème Jeu, qui est votre dernier film, que vous venez de terminer, après avoir longtemps filmé les autres dans leur intimité, vous retournez la caméra vers vous. On vous voit au retour de Boston, et on vous voit dire à la caméra, pas de boulot, pas de projet, pas d'argent. On sent un moment de rupture. Pas de nouvelles de mon amoureux, oui, je déprime. Oui, c'est une rupture, mais c'était une rupture dans mon travail aussi. J'avais enseigné ce que j'avais jamais fait avant, et j'avais acheté une caméra en 1999. Enfin, il y avait une caméra broadcast qui était abordable et petite, et j'ai commencé à filmer un projet que j'avais dans les cuisines. J'avais envie de mettre des webcams dans des cuisines du monde entier pour montrer la culture que représente la cuisine. Donc je me suis dit, pour faire une maquette de ce projet, il faut que je filme ce qui se passe dans ma cuisine. C'est comme ça que l'idée de Thème Jeu a progressé. Et j'ai commencé à me filmer. Mais en même temps, je me suis prise au jeu de m'adresser à la caméra. Et aussi me dire, ça fait plus de 15 ans que je fais des films sur les autres. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une caméra braquée sur soi, avec un regard qui n'est pas aussi tendre que celui que je porte sur les gens que je filme. Ouf, merci. Look at myself in negative and I think, Et je veux bien encore un autre codéine. Codéine, tiens. Comment tu le veux? Codéine. On vous voit dans des états parfois assez lamentables. Paranormaux.
Et on se demande si c'est mis en scène ou si c'est un état réel. Non, c'est mis en scène, c'est-à-dire que le fait de me brancher la caméra, c'était excitant. Je me filme et peut-être qu'il y a un public qui va voir ça. Donc il y a une excitation d'être vu, tout en sachant qu'on gardait le contrôle. Mais jusqu'où j'allais être capable d'aller dans ce que je montrais. Dans la famille, Roman, la mère. Dans la famille, Roman, le père. Moi, je chasse. Dans Thème Jeu, Françoise Roman, vous filmez aussi votre famille. Les premiers moments, l'écran se subdivise en plusieurs cadres. Il y a vraiment un côté album de famille. Et j'aime bien les 4 écrans, et avec ma famille, ça s'y prêtait complètement, parce que mes parents habitaient La Ciotat, enfin je dis habitaient puisque ma mère maintenant est morte. Et la maison familiale à La Ciotat est un point de rencontre et de ralliement de beaucoup d'amis, de mes amis, des amis de mes parents. Et j'avais envie de rendre cette multitude et cette générosité, j'avais envie de rendre l'ambiance de La Ciotat, et pour moi c'était plusieurs écrans. Ah oui, j'étais très jolie étant jeune, et j'étais beaucoup aimée, beaucoup courtisée, patati patata. C'est vrai d'ailleurs, en réfléchissant. Sur le coup, on ne se rend pas compte, mais c'est après, c'est vrai. Bon, ça y est. Et alors, à 20 ans, il y avait un homme qui t'offrait plein de choses, des Chanel, etc. Écoute, c'est mon jardin secret un petit peu, hein. Alors, ça suffit maintenant. T'en sais assez, hein, pour te faire un téléfilm. Bon, ça y est, je peux m'en aller. J'ai un tas de choses à faire. Je mets en adéquation ma vie et mes films. Ma façon de travailler, ma vision de la société. Tout ça, c'est lié. C'est-à-dire, je dis aux spectateurs, ben voilà, si je fais un film comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un film qui correspond à l'époque d'Internet. C'est un film comme j'ai envie d'en voir aujourd'hui et que j'en vois pas. Thème Jeu, c'est peut-être une confusion contrôlée et volontaire de mêler ma vie, mon art, mes idées, et de le donner en pâture au public en disant « alors et vous là ?» C'est un carnet intime avec une caméra. Et je fais des sauts en avant, en arrière, des ratures, j'enlève les plans. Mais je le monte, je démonte les ficelles dans Thème Jeu. C'est vrai que c'est une tentative d'honnêteté envers moi et envers les autres. Chapitre 7, chambre à coucher. 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 Chapitre 8, chambre à coucher. Chapitre 7, chambre à coucher. Chapitre 8, chambre à coucher. Et ensemble, chapitre 7, chambre à coucher. Chapitre 8, chambre à coucher. Baby, 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 cry when your mama puts you down. C'était Sur les docks, Passeur de réel, Françoise Roman, avec Sylvie Najoski, Françoise Roman, Jean-Jacques Birger et Noël Birch. Vous avez entendu des extraits de Mix Up, Appelez-moi Madame et Thème Jeu, 3 films de Françoise Roman que vous pourrez trouver aux éditions Low Wave ou via le site de Françoise Roman, roman.org, roman avec un D. Un grand merci à Isabelle Worl, Elie Foulou-Nguyen, Jonathan Buxbaum, Simon Picard, Françoise Roman et Jean-Jacques Birger. Attaché d'émission Laure-Hélène Planchet, Christine Gage, mixage Stéphane Desmond, prise de son Yves Le Horse. C'était un documentaire de Frédéric Aron et Vincent Abouchard. Hey!
fin de ce partage de l'univers de Françoise Roman sur le site de Sur les Docs. Vous retrouverez quelques pistes sur son univers et vous pourrez podcaster cette émission sur le site franceculture.com. Demain, cinéma toujours, avec les premiers pas de l'équipe de la société de production Les Trois Lignes au Festival de Cannes. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture, après la chronique d'Alain Gérard Slama.